Alors, bonjour, ici Geneviève Rainville, orthophoniste. Bienvenue à ma toute première capsule scientifique. Donc, une capsule qui s'adresse surtout à des intervenants qui œuvrent auprès de jeunes avec difficultés langagières ou avec difficultés en mathématiques. C'est donc aujourd'hui que j'ai décidé de mettre en lumière toutes les influences qui étaient en fait ressorties dans la méta-analyse de Peng et Lee qui a été fait en 2020, donc c'est récent. Et c'est une lecture que j'ai trouvée extrêmement intéressante, mais quand même ardue. Ce qui fait que j'ai décidé de me faire une carte mentale et juste l'organisation de toutes ces idées, c'était quelque chose. J'espère que je ne vous décourage pas à l'instant en vous montrant le résultat de ma carte. J'ai donc pensé que ça serait vraiment intéressant de partager ça avec vous aujourd'hui parce que les interrelations de langage oral et les mathématiques sont pas assez connues, à mon avis, et méritent donc d'être mises en lumière un peu plus souvent par toutes sortes de monde. Donc aujourd'hui, c'est moi, mais peut-être qu'un autre jour, c'est moi qui écouterai votre capsule sur le sujet. Donc, je commence par vous faire remarquer mes trois grandes sphères. Je vais donc utiliser mon crayon pour vous montrer ce dont je parle à chaque fois. La sphère du langage oral que j'ai mis en bleu, euh, la sphère de la lecture et celle des mathématiques. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais surtout mettre l'accent sur les relations entre le langage oral et les mathématiques, mais je pouvais difficilement enlever complètement la lecture de l'équation. Donc, évidemment, les interrelations entre le langage oral et la lecture sont mieux connues, je pense, par les différentes professions qui touchent aux difficultés de langage et de lecture. Toutefois, les difficultés en mathématiques, leur lien avec la lecture et le langage oral euh, sont un petit peu moins souvent discutés. Et donc, c'est ce que je mets à l'honneur aujourd'hui dans ma capsule. Alors, je vais commencer par vous faire remarquer les flèches qui sont plus pâles, mais aussi plus foncées. Ce sont mes flèches principales. On voit qu'il y a une relation bidirectionnelle entre le langage oral et la lecture. Ça ne surprendra pas personne parce que, évidemment, quand on a un langage oral qui est très fort, notamment avec un bon traitement phonologique, qui est ici, avec un bon vocabulaire. Bien, tout ça, hein, on voit qu'il y a des petites flèches qui vont aller pointer vers la lecture. Évidemment, ça va aider au développement du décodage et de la compréhension de texte. Le contraire est aussi vrai. C'est pour ça que ma flèche ici pointe également vers le langage oral parce que, évidemment, qu'en lisant, on va développer notre langage oral avec des structures de phrases plus complexes, un vocabulaire plus littéraire. Donc, ça a un effet de levier. Donc, on a une première influence mutuelle ici entre le langage oral et la lecture. Ensuite, on va remarquer qu'on a aussi une flèche bidirectionnelle entre le langage oral et les mathématiques. Donc, ça, je vais l'élaborer plus spécifiquement bientôt. Par contre, on pourrait réfléchir de manière plus générale que, évidemment, le langage oral, c'est par là qu'on va apprendre nos mathématiques. Donc, déjà, ça fait du sens de se dire qu'un bon langage oral va aider au développement des habiletés mathématiques. Et le fait que les mathématiques permettent également à développer le langage oral, ça c'est peut-être un peu plus surprenant et pourtant on verra que c'est aussi vrai.
On a également une relation entre la lecture et les mathématiques, mais plus spécifiquement, donc ma flèche, elle est petite gris foncé, plus spécifiquement une influence sur les problèmes à énoncés verbaux. Donc mon P, accent aigu V, là, c'est pour problèmes à énoncés verbaux. C'est ce qu'on appelle communément la résolution de problèmes. C'est ce qui est dans les bulletins scolaires, le fameux résoudre. Alors, c'est pas étonnant. Les problèmes à énoncés verbaux, ben, c'est justement un petit paragraphe. Parfois, c'est même plusieurs pages de lecture quand on a des résoudres de type C1, là, c'est quand même pas mal de lecture. Donc, quand on a des difficultés en lecture, ça a évidemment une influence négative sur la résolution de problèmes. OK. Donc, maintenant qu'on a parlé des influences entre les grandes sphères, je vous fais remarquer en bas que j'ai mis deux rectangles en gris. Donc, à gauche, l'intelligence et le raisonnement. Donc, dans l'article de Peng et Lin, ce sont des termes qui sont utilisés un peu comme des synonymes. Donc, on parle évidemment d'intelligence non verbale ici. Et on peut voir que l'intelligence a une influence sur l'apprentissage de la lecture, évidemment, a une influence sur le langage oral, évidemment, et également sur les problèmes à énoncer verbaux, parce que c'est grâce à notre raisonnement qu'on profère notamment les inférences qui sont souvent nécessaires lorsqu'on lit ce type de problème. Et le raisonnement est nécessaire aussi pour développer les habiletés mathématiques dites de haut niveau. Donc, ça inclut en fait les problèmes à énoncés verbaux, mais aussi les fractions et l'algèbre. Ensuite, l'autre rectangle, c'est la mémoire de travail. Donc, quand on pense à la mémoire de travail, je crois que c'est de plus en plus véhiculé qu'un déficit en mémoire de travail ou, dans certains cas, une surcharge de la mémoire de travail qui entraîne finalement des difficultés à ce niveau-là. C'est un marqueur à la fois pour identifier le trouble développemental de langage, mais aussi pour identifier des troubles d'apprentissage en mathématiques. Donc, évidemment, la mémoire de travail, c'est super important. Ça a une influence majeure sur tout ça, là. Donc, quand vient le temps d'apprendre à lire, on a besoin de notre mémoire de travail. Même chose pour développer notre langage oral et finalement pour développer les habiletés mathématiques également. Et là, j'ai mis une petite note ici pour faire ressortir qu'on ne parle pas seulement d'une mémoire de travail numérique qui est nécessaire pour développer les habiletés mathématiques, mais aussi la mémoire de travail verbale. Parce que ben, les explications, hein, les cours magistraux, c'est des explications verbales. On peut penser aussi au calcul mental, là, disons qu'on doit résoudre là, après avoir entendu une phrase mathématique en classe. Et la mémoire de travail visuospatiale également est importante pour le développement des habiletés mathématiques. Alors, maintenant, je vais essayer de ne pas trop vous perdre et de vous expliquer toutes mes petites bulles, là. Donc, les habiletés un peu plus spécifiques au niveau du langage oral, de la lecture ou des mathématiques, qu'est-ce qui a une influence sur quoi? Donc, ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé. C'était donc dans l'introduction de cette méta-analyse qu'on parlait de tout plein de relations finalement qui ont été mises en évidence par différents auteurs et autrices là, au cours des dernières années et qui sont quand même bien reconnues, là, des influences qui me semblaient solides suffisamment pour que je les mette dans ma carte mentale. Donc, commençons par voir les relations qui partent de la compréhension.
Donc, la compréhension orale, en général, aura évidemment une influence sur la compréhension de texte. Ça ne surprendra pas personne. Un enfant qui ne comprend pas bien, disons, un discours à l'oral, va pas être meilleur quand il va le lire, là. Donc, les mêmes difficultés vont ressurgir. La compréhension a également une influence sur, là vous voyez que ma flèche elle est gris pâle, celle-ci là, qui se rend là, tout en bas, donc sur les mathématiques en général. Donc sans dire spécifiquement, uniquement par exemple les problèmes à énoncés verbaux, les habiletés mathématiques dans leur ensemble sont influencées par la compréhension. Remarquez que mon mot compréhension, je l'ai écrit un peu plus gros que j'ai écrit, par exemple, traitement phonologique, vocabulaire général ou dénomination automatique rapide. C'est parce que c'est la relation la plus importante qui a été trouvée entre certains éléments langagiers et les mathématiques, c'était vraiment avec la compréhension. Donc, finalement, si on a un TDL dont les atteintes sont uniquement à l'expressif, il serait moins à risque d'avoir des difficultés sur le plan mathématique qu'un autre qui est beaucoup plus affecté sur le plan réceptif de son langage. Donc, j'efface ces flèches. Je poursuis avec ma deuxième petite bulle bleue qui est le traitement phonologique. Donc, l'influence du traitement phonologique sur l'apprentissage du décodage, bien, ça surprend pas personne ici, j'espère. C'est quelque chose qui est bien établi et connu. Mais ce à quoi on pense moins ou qu'on ne sait peut-être pas, c'est que ça a aussi une influence sur l'apprentissage du code numérique oral. En fait, le code numérique oral, c'est de dire, par exemple, le mot 3. Donc, c'est ma forme phonologique du mot 3. Le mot 3 a trois formes. Bon, une forme qui est analogique, qui ressemble à ça. Une forme qui est arabe, qui est comme ceci. Et la forme sonore. Donc, vraiment le mot 3, comme ceci, qui sort de ma bouche. Donc, ça, c'est mon code oral. Donc, quand on a un bon traitement phonologique, ça a une influence positive sur l'apprentissage du code numérique oral et celui-ci étant le lien entre mon code analogique qu'on est capable de voir et le code arabe que là, on apprend finalement généralement à l'âge scolaire. Donc, c'est mon lien entre les deux. Donc, on s'entend que l'influence est là. Par contre, c'est pas une relation qui est aussi forte que celle de la compréhension, encore une fois. Ensuite, on passe à la prochaine petite bulle bleue qui est le vocabulaire général. Donc, j'ai écrit général là, pour pas que personne ait en tête le vocabulaire plus spécifique mathématique que j'ai placé ici pour qu'on le garde en tête. Mais donc, le vocabulaire général, parce que, bon, évidemment que lui a une influence sur la compréhension de texte. On sait que quand on lit un texte dont on ne comprend pas un trop grand pourcentage de mots, on est vraiment, je dirais, là, en problème, comment dire ça, pratiquement handicapé à le comprendre, là. C'est pas facile de comprendre un texte quand on maîtrise pas suffisamment le vocabulaire du texte. Ça a aussi une influence sur l'apprentissage du code numérique. Donc, d'être capable de comprendre le vocabulaire. Il y a déjà le vocabulaire des nombres, comme je disais 3 tantôt, mais tout le vocabulaire mathématique que j'ai mis ici, c'est comme autre chose. Évidemment, quand on a des faiblesses au niveau du langage oral, ça aura des conséquences et probablement que l'acquisition du vocabulaire mathématique sera plus ardue.
Mais vraiment, le vocabulaire général, j'aurais pu faire une flèche aussi là, vers les problèmes à énoncer verbaux, parce que quand on n'en comprend pas suffisamment, bien évidemment, on a une conséquence. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait cette flèche-là? C'est parce qu'elle arrive ici. C'est comme une influence. Vous voyez mon chemin, là, le vocabulaire général et la compréhension ont une influence sur la compréhension de texte qui, elle, fait son influence sur les problèmes à énoncer verbaux. Donc, j'efface mes gribouillis et je poursuis. On a aussi identifié la dénomination automatique rapide comme étant liée, donc une influence sur sur les faits arithmétiques. On sait aussi que c'est un marqueur pour la dyslexie, hein, quand on a des difficultés au niveau de la dénomination automatique rapide. Ça révèle généralement des difficultés au niveau de l'accès lexical. Eh bien, c'est pas étonnant de réaliser que ça va également avoir un impact souvent sur l'acquisition des faits arithmétiques. Donc, c'est quoi ça, les faits arithmétiques? C'est de savoir par cœur les résultats de nos plus, de nos fois. Donc, apprendre nos tables, mais aussi, quand je dis les plus, là, être capable de savoir que 3 plus 5, ça donne 8, là, sans avoir besoin de compter nos doigts ou de compter dans notre tête ou d'utiliser des jetons. Donc, savoir automatiquement la réponse. Donc, ça implique qu'il y a eu l'information d'emmagasiner dans notre mémoire à long terme et qu'on est capable donc d'y accéder rapidement pour répondre. Et donc, ça nous décharge beaucoup quand on fait des mathématiques là, de connaître les faits arithmétiques comme ça là, sur le bout des doigts. Donc, j'ai terminé mes petites bulles bleues du langage oral. Je vous répète que la compréhension, c'est la relation la plus forte avec les mathématiques là-dedans. Maintenant, je passe du côté, ici, je pense que j'en ai parlé, compréhension de texte qui a une influence sur les problèmes à énoncer verbaux. OK, parfait. Alors, j'en suis ici, je pense, à parler de la récupération des connaissances générales en mémoire à long terme. Donc, le langage oral faciliterait la récupération des connaissances générales en mémoire à long terme. C'est donc que meilleur est notre langage oral et plus facilement on serait capable d'aller récupérer nos connaissances. Donc, connaissances générales, elles sont nécessaires lors de la résolution de problèmes à énoncer verbaux. Hein, par exemple, si j'ai un petit problème qui parle d'un, je sais pas, de payer une facture au restaurant, puis là, je vais laisser du pourboire. Mais si j'ai pas de connaissance générale par rapport à c'est quoi ça, un pourboire, est-ce que je rajoute des taxes sur le pourboire? Bien, automatiquement, je vais être plus en difficulté dans mon problème que mon voisin qui, lui, connaît bien le concept du pourboire. Alors, tout ça, ça a une influence sur finalement les mathématiques en général, de pouvoir récupérer nos connaissances générales en mémoire à long terme, parce que ça peut être des connaissances, par exemple, sur la géométrie, c'est quoi un triangle, donc ça a trois côtés, trois angles. Bon, alors ces connaissances-là doivent être emmagasinées et quand on a un bon langage oral, c'est beaucoup plus facile non seulement de les emmagasiner, mais de les récupérer pour les utiliser ben là, quand on est en train de faire finalement nos tâches mathématiques. Évidemment, parmi les connaissances plus spécifiquement mathématiques qu'on peut aller rechercher dans notre mémoire à long terme, il y a les fameux faits arithmétiques.
Donc, tout ça, c'est donc facilité par un bon langage oral, mais pour les faits arithmétiques, plus spécifiquement liés à avoir un bon accès lexical. Donc, j'efface mes petites notes. D'accord. Donc, je vous expliquais un petit peu toutes mes flèches. Euh, c'est un peu difficile à analyser, là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand je regarde ça, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui pointe vers quoi? Mais le but, c'était aussi ça. C'était de vous montrer une carte mentale qui montre à quel point il y en a beaucoup des influences entre toutes ces sphères et à quel point tout ça, c'est important. Donc, ça vient finalement, ça ne nous surprend pas de savoir qu'il y a beaucoup de co-occurrences parmi les diagnostics en apprentissage. Donc, qu'il y a beaucoup de dyslexiques qui sont également dyscalculiques, qu'il y a beaucoup de TDL qui finalement ont également une dyslexie ou également une dyscalculie. Donc, on sait que ce sont toutes des problématiques qui peuvent être isolées. C'est pas une seule problématique, ce sont donc des diagnostics qui peuvent être posés en co-occurrence. Toutefois, comme il y a tellement d'influence entre ces sphères-là, ben c'est certain que quand on a une compréhension de tout ça, du langage oral, de la lecture et des mathématiques, ben on est capable de voir ces influences-là et d'agir peut-être à différents niveaux finalement, sans trop se spécialiser, par exemple, sans agir uniquement sur les mathématiques. On peut aller élargir et s'assurer d'aller faire aussi vérifier, par exemple, la compréhension de texte, vérifier la compréhension orale tout court, le vocabulaire, parce que tout ça, ça va avoir des influences sur les habiletés mathématiques. Donc maintenant, je vais tasser tout ça pour que vous puissiez suivre avec moi mes deux encadrés. Donc ça, c'est vraiment de l'information qui sort là, de l'article ici là, de Peng et Lin, que je trouvais super pertinente, que donc je voulais ajouter à ma carte mentale, mais qui, en tout cas, ne me semblait pas rentrer facilement là, dans une bulle avec une flèche. Là. Donc je me suis fait deux encadrés. Donc, dans le premier, j'ai mis le mot prédicteur. Hein? Donc, il y a des prédicteurs vraiment intéressants et c'est bidirectionnel. Donc, ce qui a été vérifié dans la méta-analyse, en fond, ils ont pris énormément d'études, plus de 300 si ma mémoire est bonne, avec tout plein de critères de sélection comme toute bonne méta-analyse fait. Et, et suite à leur analyse de toutes ces études, ils ont établi deux conclusions qui sont celles-ci, que les habiletés langagières prédisent de manière significative les performances mathématiques ultérieures. Donc, moi que j'ai raté quelque chose, j'ai pas compris exactement l'ultérieur, c'était combien de temps après la prise de mesure initiale là, des habiletés langagières. Je présume que c'est parce que d'un article à l'autre, c'était pas toujours, disons, peut-être parfois un an plus tard, peut-être parfois 2 ans plus tard, là, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est intéressant de voir que finalement, en fonction de à quel point le langage oral est fort ou est faible, on était capable de dire que dans un certain temps, ah ben là, les performances en mathématiques seraient plus faibles ou fortes au contraire. L'inverse était aussi vrai. Donc, les performances mathématiques à un premier point dans le temps permettaient de prédire de manière significative les performances langagières ultérieures. Donc, à quel point l'élève serait fort sur le plan expressif ou réceptif. Donc là, il n'y avait pas de détails par rapport à ça, mais
c'est quand même intéressant de voir que la prédiction fonctionnait dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que l'influence bidirectionnelle entre le langage oral et les mathématiques est vraiment là. Ça va vraiment dans les deux sens. Ensuite, je vous ai mis 3 points d'exclamation rouges, donc pour vous expliquer des petits concepts que moi j'ai trouvé intéressants, puis que je découvrais là, dans la méta-analyse de Peng et Lin. Donc, tout d'abord ici, le langage semble remplir une fonction de média et une fonction de pensée. Donc ça, c'était dans les hypothèses des auteurs initialement. Hypothèses qu'ils ont confirmées. Donc, la fonction de média, c'est dire qu'on utilise le langage, par exemple, pour enseigner explicitement. Donc, quand on veut enseigner, ben c'est en parlant aux élèves souvent qu'on va leur expliquer la matière et on connaît tous l'importance de l'enseignement explicite. Euh, Dès qu'il y a des difficultés d'apprentissage, mais en fait, c'est merveilleux pour tous les élèves. C'est aussi qu'on utilise le langage pour communiquer sur des sujets mathématiques. Donc, si on parle, on échange, ben, l'élève aussi va parler. Donc, utiliser son langage oral pour peut-être poser une question. Donc, finalement, et tout ça, ça aide à emmagasiner ces nouvelles connaissances-là dans la mémoire à long terme et à les récupérer plus tard. Donc ça, c'est finalement le rôle de média que le langage semble remplir dans un premier temps. Ensuite, il y a le rôle de la fonction de pensée. Donc, la fonction de pensée, c'est un peu plus haut niveau, là, plus élaboré. Donc là, c'est qu'on pense évidemment sous forme verbale dans notre tête. Et on a besoin de la fonction de pensée particulièrement lorsqu'on a des notions mathématiques plus complexes, comme des problèmes à énoncés verbaux, des fractions ou de l'algèbre. Donc, ça devient bien important de pouvoir finalement réfléchir ce qu'on fait sous forme verbale pour réussir dans les habiletés de haut niveau. Ce qui était ajouté par les auteurs, c'était que la fonction de média est liée surtout, en fait, aux mathématiques en général, mais surtout aux habiletés mathématiques de base. Donc, l'acquisition des connaissances et le calcul. Donc, ça inclut donc les faits arithmétiques, mais aussi tout le procédural, là, comment on fait, donc, par exemple, avec des retenues ou des emprunts quand on fait des additions, des soustractions en colonne. Donc, ça, pour apprendre tout ça, ce serait vraiment important, la fonction de média. Et la fonction de pensée, elle est particulièrement liée aux habiletés mathématiques de haut niveau, comme les problèmes à énoncés verbaux, l'algèbre et les fractions. Donc, finalement, on verrait que l'importance des deux fonctions viendrait à changer un petit peu au cours des années scolaires parce qu'en début d'apprentissage, là, première année et tout ça, évidemment que là, on serait beaucoup dans la fonction de média. Et plus les élèves vieillissent et ont finalement des compétences plus de haut niveau là, qui sont requises, ben, plus la fonction de pensée serait importante et requise pour finalement avoir des bonnes performances en mathématiques. Donc, je termine par les implications cliniques parce que je pense que c'est ce qu'on veut toutes, hein, quand tous et toutes. Il y a peut-être quelques hommes qui écoutent ça aujourd'hui. Donc, les implications cliniques, l'enseignement explicite avec des exercices, c'est comme faire vraiment du drill, là, c'est ce qui serait le plus efficace
en début d'apprentissage. Donc, au premier cycle, je ne sais pas exactement à partir de quelle année scolaire on voit là que, il y aurait finalement la fonction de pensée qui deviendrait plus importante. Mais en tout cas, en début d'apprentissage, ça serait vraiment plus efficace, donc plus aligné sur les données probantes de favoriser l'enseignement explicite et le drill d'exercice, comme par exemple pour automatiser l'étape d'addition. Donc, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on l'explique, mais après ça, on s'exerce. Et ce serait plus efficace que les échanges conversationnels. Tu sais, comme, ah, pourquoi vous pensez qu'on fait ça? Donc, ça serait plus pour le développement des habiletés mathématiques de haut niveau. Comme par exemple, si on pense aux fractions. Quand on introduit les fractions aux élèves, on ne devrait pas commencer par montrer la procédure, par exemple, pour, je sais pas, réduire des fractions, puis leur donner des pages et des pages d'exercice, sans même avoir discuté avec eux de qu'est-ce que ça veut dire, cette notation numérique-là. Euh, où, où est-ce que ça se situe sur une ligne numérique, par exemple? Tu sais, c'est quoi ça, là, une fraction, exactement? Donc, quand on parle aux élèves de la magnitude, hein, que par exemple, une demi, ben c'est plus petit que un en fait. Puis à la limite que un dixième, c'est plus petit qu'une demi, même si 10, c'est plus gros que 2. Donc, ça va à l'encontre de ce que l'élève va pouvoir penser d'abord quand il va regarder des fractions pour la première fois. Donc là, ça vaut la peine d'échanger et de vraiment développer cette compréhension conceptuelle-là dans un premier temps. Ensuite, évidemment, on va les enseigner les procédures et on va en faire de la drette d'exercice. Mais comme ce sont des concepts plus abstraits et plus complexes, on devrait commencer par utiliser le langage pour sa fonction de pensée. Donc ça, c'était le deuxième point d'exclamation ici. Maintenant, je suis rendue à vous parler des problèmes à énoncer verbaux. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je pense que je vais mettre une petite étoile à côté. Donc, il faudrait vraiment éviter les stratégies par mots-clés qui sont encore très communes, je vous dirais, dans le monde scolaire. Stratégie par mots-clés qui serait, ben, c'est écrit partage dans ton problème, alors tu vas devoir faire une division. Bon, premièrement, ça peut vraiment induire en erreur parce que les problèmes peuvent être inconsistants. Donc, oui, peut-être c'est une division, mais peut-être c'est son contraire. C'est peut-être une multiplication. Ça dépend de ce qu'on cherche. Donc, les problèmes ne sont pas toujours rédigés de la manière la plus simple qui soit. À ce moment-là, les problèmes seraient toujours consistants, mais un problème inconsistant va nous induire en erreur quand on se fie trop aux mots-clés. Et donc, mis à part ça, qui est une parenthèse là, que je vous fais parce que c'était pas dans l'article de Peng et Lin, mais euh, eux mettaient de l'avant qu'on devait plutôt prioriser les stratégies de pensée. Telles que la Schema-Based Intervention, qui est une stratégie de résolution de problèmes que j'affectionne particulièrement, qui consiste à être capable d'identifier la structure d'un problème mathématique. Un peu comme ce qui est plus connu dans le domaine de l'enseignement, c'est l'identification des structures de texte. Par exemple, si j'ai un récit narratif, je pourrais reconnaître la structure d'avoir une situation initiale avec un équilibre et là, soudainement, un élément déclencheur qui fait en sorte que le personnage principal va chercher à retrouver son équilibre là, en vivant des aventures. Là, il y a un déroulement et tout ça, finalement, dénouement, situation finale. Donc, pourquoi on travaille tant ça avec les élèves, les structures des textes? Ben, c'est parce que ça aide énormément à bien comprendre les textes après quand on est capable de reconnaître leur structure. On peut, à la limite, prédire ce qui s'en vient. On va faire des inférences beaucoup plus facilement. Mais c'est la même chose en résolution de problèmes. Si
En lisant les premières phrases d'un problème, j'identifie que j'ai devant moi un problème de type comparatif. Donc, je suis en train de comparer deux quantités. Ben, c'est sûr que si c'est une comparaison additive, comme il y a un de plus ou un de moins, ben là, je sais que je vais devoir faire soit un plus, soit un moins. Mais je peux vraiment visualiser le tout avec un schéma que j'aurais appris qui fonctionne bien avec ce type de problème-là. Et une fois qu'on a identifié le schéma, ben, tout découle finalement, on le remplit, on trouve notre phrase mathématique, on calcule et voilà, c'est terminé. Ceci étant dit, l'identification du schéma passe par la fonction de pensée. Et donc, le langage oral a beaucoup d'importance à ce niveau-là. Donc, pour traduire finalement notre petit problème qui est rédigé sous forme de phrases écrites qu'on doit lire et on doit traduire ça en un schéma ou d'autres fois ça peut être un dessin, il y a toutes sortes d'autres stratégies. Mais à ce moment-là, là on pourrait vraiment utiliser, on devrait en fait utiliser la fonction de pensée et donc raisonner, réfléchir. Alors, qu'est-ce que je cherche en fait? C'est quel type de problème? Est-ce que c'est un problème où je mets des quantités ensemble? Est-ce que c'est un problème où j'ai une seule quantité qui change parce qu'il y a une action qui est arrivée qui a changé ma quantité? Donc, d'être capable de réfléchir, ça implique le langage oral encore une fois. Et donc, finalement, pour conclure, les auteurs spécifiaient qu'on pouvait, là, comme implication clinique, retenir que des interventions langagières pouvaient être vraiment une bonne idée pour des jeunes avec troubles d'apprentissage en mathématiques. Donc, ce que je vous disais tantôt, de peut-être pas, dans le fond, travailler trop spécifiquement seulement les mathématiques chez un jeune qui a des difficultés là, mais d'être capable de voir que, peut-être on devrait aller plus large. Est-ce qu'on devrait travailler la compréhension orale, la compréhension de texte, le vocabulaire, etc. Donc, c'est tout pour l'explication de ma carte mentale. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que ça a été intéressant pour vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire parce que j'espère que j'ai bien compris là, cette méta-analyse au complet. J'ai lu beaucoup d'autres articles scientifiques sur les mathématiques au préalable. Je pense que ça m'a aidé à comprendre ma lecture. Ça demeure des articles qui sont très complexes. Donc, je suis tout à fait ouverte s'il y en a qui ont des surprises, qui aimeraient discuter avec moi ou échanger par courriel. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et peut-être à la prochaine si j'ai le temps d'en faire d'autres.